Tu parlais, c'est pour Philippe Perrault, du coup, tu parlais tout à l'heure de la possibilité d'intégrer dans la maquette numérique des éléments industriels. Depuis qu'on parle, nous, du BIM à la CAPEB aux artisans, tout corps de métier confondu, eux se posent plutôt la question inverse, et notamment les menuisiers qui fabriquent leur propre menuiserie. Ils s'inquiètent de la possibilité d'intégrer leur fabrication et d'aller chercher toutes les données nécessaires, la possibilité d'intégrer leurs ouvrages dans ces bases de données et dans la maquette numérique. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'inquiétude? Ils ont peur d'être mis à l'écart, du coup, que finalement les bases de données liées à la maquette numérique n'incluraient que des produits industriels. Alors, je vais prendre un exemple qui ne plaira pas aux menuisiers, hein, mais bon, ça fait rien. Le syndicat du béton. Alors, ça veut dire aussi que peut-être qu'il faut que les menuisiers, au niveau de leur syndicat, s'organisent et travaillent ensemble, collaborent, comme on a dit. Hein. Qu'a fait le syndicat du béton? Eh bien, ils ont créé des objets qu'on appelle génériques. Hein. C'est-à-dire qu'un architecte, maintenant, qui modélise sur son logiciel, au lieu de prendre un mur qui va définir lui-même, mur béton banché, eh bien, il va prendre dans un e-catalogue l'objet générique béton, du béton banché de 15. Il va le rentrer dans sa maquette et du coup, toutes les propriétés génériques de ce mur banché de 15 eh bien, vont rentrer dans les fameuses propriétés. D'accord ? Et puis après, les fabricants du béton se sont mis d'accord pour donc d'avoir des propriétés génériques de ces objets, comme dans une menuiserie, il y a des propriétés génériques. Et après, eh bien, ils ont fait des objets, chaque industriel a fait ses propres objets à rentrer une fois que, sur un marché public par exemple, eh bien, les entreprises choisissent peut-être un fabricant par exemple de murs spécifiques préfa avec de l'isolation à l'intérieur, etc., où là, le fabricant lui-même rentre de nouvelles propriétés. Donc il y a vraiment un travail collaboratif à faire. Je suis en contact avec une grosse entreprise de menuiserie, d'ailleurs, dans la région, qui fait ce travail-là actuellement. Voilà, le problème numéro 1, c'est qu'il faut accepter de collaborer ensemble, de s'y mettre tous. Parce que si chacun... Quelques-uns, alors bon, après vous avez les gros industriels de l'étanchéité toiture-terrasse, bon, bah, eux ils ont certains moyens, et eux, de manière autonome et concurrentielle, ils ne sont pas du tout dans la collaboration, ont fait leurs propres objets. Donc là, il y a vraiment un travail de collaboration au niveau des syndicats, et donc là, CAPEB et FFB ont un rôle très important à jouer pour mettre tout le monde autour de la table, pour que chacun définisse. Par exemple, ça paraît. Alors, il y a un travail au niveau, je dirais, national, hein, important au niveau, parce que ça ne s'est pas encore défini aujourd'hui, deux choses. Le vocabulaire du bâtiment. Hein. Le vocabulaire du bâtiment, on connaît bien, hein, les gens du bâtiment. Il y a un objet qu'on appelle d'une certaine façon à Marseille, on l'appelle en Bretagne autrement, etc. Bon, bah ça, ok pour les chantiers, pour discuter au bistrot à côté, mais au niveau des maquettes, il faut se mettre d'accord. Hein. L'objet, il a un nom, parce que le maître d'ouvrage, quand il va chercher en sa maquette quelque chose, il va chercher un nom particulier. S'il est obligé de regarder 3-4 noms différents, c'est pas gérable. Hein. Donc il y a un énorme travail qui est fait au niveau national, qui doit être livré dans très peu de temps, sur une définition du vocabulaire des objets du bâtiment, avec le minimum de propriétés qu'il faut rentrer dans ces objets pour que tout le monde puisse profiter de ces fameux objets. Donc ça, c'est un travail au niveau national. Et puis, je pense qu'au niveau... Alors là, l'industrie du béton, mais qui a d'autres moyens, certainement. Hein. C'est pas pour rien que c'est les premiers à faire ça. Donc, il y a vraiment les syndicats qui doivent se regrouper. Et après, que chacun puisse définir... Alors, les logiciels industriels... Bon, je ne citerai pas trop, je peux citer SolidWorks, Inventor, TopSolid, etc., avec lesquels les entreprises de petits industriels de la menuiserie travaillent. Ils se sont énormément mis, ils ont compris l'enjeu, et maintenant, ce sont des logiciels qui ont la capacité de transférer leurs données de ce fameux fichier IFC qui du coup peut être introduit dans les maquettes. Donc là, il y a vraiment un gros travail de tout le monde là-dessus. Bon, on va être assez clair sur ce domaine-là. Il y a besoin de 2-3 ans pour stabiliser tout ça,
mais c'est en marche et il n'y a pas de souci à se faire. Je te remercie. Il faudra qu'on en reparle quand même. Dans le détail. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour, Gaëtan. Ouais, moi, ma question, c'est concernant le BIM et les... Parce que là, on est entre... Vous êtes entre personnes du bâtiment. Moi, je ne fais pas du tout partie du bâtiment. Je fais issu de l'industrie. Donc, vous avez cité tout à l'heure les logiciels qu'on utilise dans l'industrie, notamment SolidWorks et autres. Et donc, moi, ma question, c'est au sujet du BIM. Est-ce qu'il y a une stratégie pour appliquer le BIM en dehors du bâtiment? Alors, après, je pense que je pourrais laisser la parole à quelqu'un qui fait de l'urbanisme. Je dirais, le bâtiment, au niveau du BIM, c'est la pointe de l'iceberg. En dessous, je dirais même en dessous et au-dessus. Donc, on vient de parler, justement, c'était intéressant, de l'industrie au niveau global hein, du bâtiment. Et puis, il y a l'autre face au-dessus, si on peut dire, c'est toute la partie urbanisme. Hein, ça veut dire que finalement, c'est assez simple à comprendre. Hein, si on parle de Google Maps et qu'on remplace dans Google Maps les simples volumes avec strictement aucune information, sinon de la géolocalisation, avec des maquettes BIM informées, eh bien, on peut s'imaginer ce que ça peut donner au niveau urbanistique. Par exemple, aujourd'hui, on sait le faire, construire un écoquartier en BIM, construire les objets industriels qui s'appellent des capteurs photovoltaïques sur les toits, donc qui sont géoréférencés. On lie ça à un logiciel de météo et on sait dans les 15 jours qui viennent combien on va produire d'électricité et donc qui va pouvoir bénéficier de quelle électricité au niveau du quartier. C'est un exemple parmi plein d'autres. Hein. Donc voilà, donc, le bâtiment, il est au milieu. Je dirais en dessous, il y a tous les produits industriels qui vont informer la maquette. Et ce qui chapeaute tout, c'est l'urbanistique. Et puis, bon, c'est pour ça que je disais que le BIM est au milieu, la maquette BIM est au milieu. Hein. Derrière tout ça, le problème numéro 1, c'est l'impact du bâtiment sur l'environnement. Que permettent des simulations avec certains logiciels, c'est l'efficacité énergétique que permettent, etc. Donc le BIM, c'est quelque part la banalité de l'outil. On est obligé d'en parler aujourd'hui parce que ça se développe, mais demain, le BIM, ça sera l'outil ordinaire pour toutes les problématiques, bâtiment, industrie, urbanisme, etc. Donc Jean-François Guillon, menuiserie Guillon. D'accord. Oui, je dis ce qui nous laisse très dubitatif, c'est la présentation très incitative que vous avez faite et le constat de l'architecte qui a l'air de dire que ça ne sert pas à grand-chose à l'heure actuelle. Alors nous, la réflexion, elle serait plutôt à la base positive en disant que le BIM, ça va être magnifique, ça va nous faire nos DOE, ça va nous faire nos quantitatifs, ça va nous faire... Mais on se rend compte que si c'est l'architecte qui fait le travail en amont, il ne va pas le faire comme nous, on souhaite qu'il soit fait. Donc, effectivement, au niveau des métriques, il va n'y avoir rien de bon. Au niveau des quantités, ça ne va pas non plus. Donc, beaucoup de questions. Et la deuxième question, c'est par rapport aux appels d'offres. On commence à être confronté à des appels d'offres BIM. Et pour le moment, on est au niveau 0. Et on ne sait pas trop quoi répondre. Donc, on se rend compte que si on dit que nous, en tant que menuisier, on ne fait pas partie des lots... structure et compagnie. Donc, si on a un viewer et des tablettes, on est bon. Pour l'instant, oui. Eh ben, c'est magnifique. Sauf projet, on est bien d'accord, hein, sauf des projets très importants où on veut demander plus, mais sur des projets standards, pour l'instant, vous n'êtes pas impacté directement. C'est clair. Alors, juste pour revenir sur notre différence, donc, la prochaine fois, je ne l'inviterai pas, c'est ça qu'il faut dire. Non. Non, mais il faut être très clair. Hein. En France, le BIM, c'est... parce que il est dubitatif, mais il fait. Hein. Le BIM, en France, au niveau national, c'est 2015. 2015, c'est hier, hein, c'est juste hier. Donc, il ne faut pas s'étonner que, voilà, hein, que des gens soient dubitatifs, parce qu'il est clair que les gens de terrain...
Alors, je ne parlerai pas des conditions du bâtiment, des problèmes qu'a rencontré le bâtiment, etc., qui n'ont pas non plus favorisé. Si ce BIM était arrivé comme il aurait dû arriver, comme il est arrivé au bon moment dans l'industrie, il y a 10 ans, je pense qu'on n'aurait pas eu ce genre de réflexion, parce que dans le bâtiment, ça tournait assez bien, voilà, etc. Là, on se retrouve dans des moments où, sans faire trop dans le détail, je pense qu'au niveau des honoraires d'architectes, au niveau de plein de choses, c'est pas explosif. Donc, demander à tous les acteurs du bâtiment à des moments difficiles, de dire faut tout changer, vos méthodes, faut machin, etc. Évidemment, c'est pas génial, quoi. Donc, c'est tout à fait normal que y a des questions, parce que voilà, il faut faire tourner les entreprises, c'est pas simple. Puis en ce moment, il faut maintenant trouver de la main-d'œuvre qualifiée et compétente. Donc on a encore du mal sur autre chose. Par contre, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de toute façon, les choses sont extrêmement claires. Il n'y a plus le choix. Le BIM, c'est définitif. Par contre, je ne suis pas prophète. C'est dans 2 ans définitif, 3 ans, 5 ans, ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ça, je peux vous assurer complètement, c'est un incontournable, c'est définitif, et tout le monde va y passer. Donc moi, ce que j'encourage tout le monde, c'est à dire, OK, il y a un peu de désordre, c'est pas parfait, mais c'est justement là qu'il faut s'y mettre. Je vous dis, n'attendez pas d'avoir un super cahier des charges, un maître d'ouvrage super compétent qui vous dit, pour ma menuiserie, je veux ça, 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 ça et ça, parce que là, vous serez beaucoup moins bien. Donc, précipitez-vous pour répondre à des appels d'offres BIM où tout n'est pas encore parfait, on ne vous demande pas trop de choses, pour rentrer dans les processus, comprendre les enjeux, peut-être commencer à se dire, tiens, je vais peut-être justement regarder à peut-être commencer avec ce logiciel-là. Voilà, parce que je peux supposer, j'ai parlé d'Effinergie, Effinergie, c'est la rénovation des bâtiments, c'est toutes les rénovations, c'est les rénovations de maisons individuelles. Ils lancent un appel d'offres sur le BIM. Ça veut dire que dans 2-3 ans, Effinergie, pour labelliser une rénovation Effinergie, il faudra donner une maquette. C'est aussi simple que ça. Parce que pour eux, ça leur gagne du temps. La maison passive, label passif, ils réfléchissent justement à labelliser à partir d'une maquette. Voilà. Donc, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Donc, allez-y au moment où ce n'est pas stabilisé, parce que du coup, vous allez faire au mieux que vous pouvez. C'est ce que finalement explique. Donc, ce n'est pas du dubitatif négatif. C'est ce qui explique bien l'architecte. Moi, voilà. Et puis, du coup, si on m'en demande plus, j'aurais déjà bien commencé. Vous imaginez la tête des architectes, et j'en connais encore, qui se contentent d'AutoCAD 2D. Alors, eux, c'est sûr, là, ils sont très mal. Là, je leur dis attention. Mais c'est pareil pour les économistes. Je forme des économistes. Les économistes, alors, je ne vais pas cacher les choses. Le syndicat des économistes, l'Intec, nous a demandé, Nomade Architecture et puis Astuce Construction, de créer un module de formation qui s'appelle Stratégie BIM. Et je commence le module devant un parterre d'économistes en leur disant, c'est simple, ou vous vous mettez au BIM, ou c'est mort pour vous. Voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, parce que dans 2-3 ans maximum, vous serez complètement obligé de travailler avec ça. Alors il y a plein de problèmes, c'est pas simple, il y a plein de choses à résoudre, c'est encore difficile, il ne faut pas se cacher ça, mais il faut s'y mettre. Voilà. Et plus on s'y met vite, plus on a des chances de... Voilà. Oui. Bonjour. Donc moi, je suis Alex Didier, société GCS, donc entreprise de maçonnerie générale. Moi, j'avais une question plus sur le long terme, parce que j'ai pas de doute sur la visée des projets BIM. Ce serait plus en fin de chantier, par exemple, on nous demande souvent de revenir sur des plans, sur des choses comme ça, qui sont souvent centralisées chez nous, puisqu'on les réalise. Et je me demandais à long terme, j'ai jamais été confronté au BIM pour l'instant, où sont centralisées les données? À quel endroit est enregistré le projet? Et est-ce que, par exemple, 5 ans après, on y a toujours accès? Ou est-ce que c'est bloqué chez le client? Alors là, je vais faire exprès de laisser répondre la spécialiste maîtrise d'ouvrage par rapport à ça. Sinon, juste, voilà, l'avantage du numérique, c'est d'avoir, entre guillemets, tout sur le cloud. Quand je dis le cloud, ça peut être sur un serveur interne, des serveurs externes, on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc, par rapport à cette accessibilité-là,
Je pense que c'est vraiment pas un souci au niveau des données, mais je vais peut-être laisser répondre. Dans le cadre de l'avancement du projet, donc jusqu'à la livraison, il y a la plateforme collaborative dont a présenté tout à l'heure Philippe. Donc là où chacun va venir mettre les données au fur et à mesure. Et ça dépend soit la plateforme, elle est du côté de la maîtrise d'ouvrage. Donc après, elle a ses données et elle les garde. Soit c'est pas le cas. Et souvent, à la fin du projet, ils récupèrent l'ensemble des données et ils les stockent en fait dans leur propre base. Donc soit c'est ces deux phases-là pour après pouvoir aller récupérer les données. Donc c'est une copie. On fait une copie en fin de projet, mais on n'a plus l'évolution du bâtiment par la suite. Là, c'est dans le cas où c'est à un instant T que c'est livré. Après, si cette donnée elle est intégrée dans un outil de gestion et d'exploitation, dès lors qu'il y aura une modification, je dis n'importe quoi, un changement d'un mur où on va réagencer une pièce, soit on a l'outil pour pouvoir soi-même remodéliser et changer la cloison et automatiquement faire la synchronisation comme j'ai montré entre Alpha et Allplan. Soit après, comme vous l'avez dit, il va falloir demander peut-être à un prestataire de revenir modifier le plan, de réinjecter en fait la maquette dans l'outil avec les bons éléments pour ensuite avoir la base de données qui soit à jour. Ok, j'ai compris. C'était juste pour le suivi futur, parce qu'à terme, c'est pour ne pas tout doubler les procédures en entreprise. Si on commence à mettre toutes les fiches techniques dans le projet, on ne va pas se les enregistrer sur nos serveurs et tout. On va tout mettre au même endroit à terme, je pense. C'était pour savoir si on y avait toujours accès ou si on avait une copie simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière cette question-là, il y a la question aussi de tous les métiers de la maîtrise d'œuvre. On a parlé de ces DOE, etc. On a bien vu que l'architecte, de manière assez rapide, dit moi, à la limite, c'est pas mon métier. Donc là, il y a vraiment faut penser à ça aussi, c'est important. Là, ça fait que s'amorcer en ce moment, mais ça va être très important. C'est la reconfiguration totale des métiers de la maîtrise d'œuvre. Alors moi, je m'intéresse particulièrement aux économistes. Par exemple, ce qu'on s'aperçoit, alors c'est pas si simple que ça, on est bien d'accord, par rapport au quantitatif. Donc il y a un menuisier qui dit toujours là mes quantités, etc. Pareil pour les économistes, mais malgré tout, le cœur du métier, il y avait des maîtreurs avant, maintenant c'est des économistes. C'est-à-dire que le cœur du métier d'économiste n'est plus la quantité. Il reste du travail à faire sur la quantité, on est bien d'accord. Et par exemple, je sais que je forme des économistes sur le souci, pourquoi les économistes ne s'occuperaient pas du DOE numérique, puisque c'est finalement le résultat des prestations, c'est des données. Donc voilà, donc actuellement, de même qu'un économiste maintenant, les économistes que je forme, ils sont obligés de savoir modéliser une maquette. Parce que ça fait partie maintenant de l'incontournable pour moi. Alors, c'est pas évident à persuader des économistes qui ont 30 ans d'expérience qu'il faut savoir créer des maquettes, mais l'économiste maintenant va travailler dans les maquettes de l'architecte. C'est-à-dire que l'architecte va avoir son logiciel. On a cité Allplan Archicad, donc je vais quand même citer au moins une fois Revit, ça permettra de dire qu'on ne l'a pas oublié. C'est-à-dire dans le logiciel Revit, aujourd'hui, il y a 2 logiciels d'économistes qui travaillent directement dans la modélisation de l'architecte. Et qui d'ailleurs demain vont pouvoir créer leur propre modélisation avec les différences qui vont être occasionnées par des prescriptions. Je prends l'exemple des cloisons, par exemple. L'économiste va reconsidérer une cloison par rapport à la prescription et peut-être va épaissir la cloison. Et s'il épaissit la cloison, il va créer sa propre maquette avec une cloison différente. Et donc le BIM manager va comparer les 2 maquettes. Et là, il va y avoir une décision qui va être prise, toujours pareil, par l'équipe de maîtrise d'œuvre avec l'architecte, qui va décider que, oui, la cloison de l'économiste différente, c'est celle-là qu'il faut mettre maintenant au niveau de la maquette. Or, pour des économistes qui ont 20 ans ou 30 ans d'expérience, se dire qu'ils rentrent dans la maquette et qu'ils vont créer une maquette, c'est pas évident. Voilà. Philippe, il y a encore beaucoup de questions en fait. Il est l'heure, mais il y avait le monsieur, il y avait la dame là-bas. Alors, on en prend combien? Vous êtes patient avant d'aller boire un verre et manger. On en prend 2, 3
Ça vous va ou Allez, vous en 3, avez c'est ras-le-bol? bon. Allez, 3 maxi avec des réponses courtes, mais c'est pas Ça, toujours j'ai du mal. possible. Allez, dans l'ordre de lever des doigts. Oui, bonsoir. Je voulais apporter un témoignage de maître d'ouvrage public. Je suis Christophe Bouzig et je suis en charge des constructions à la métropole de Lyon. Le BIM, on n'y est pas encore passé. Moi, j'en rêve depuis maintenant 2014-2015. Effectivement, j'en rêve. Donc, j'ai une certaine exaltation par rapport à ces nouveaux processus. Je ressens une certaine frustration parce qu'on n'y est pas encore et c'est compliqué. Voilà. Et j'ai également certains doutes, donc je voulais un peu apporter ces témoignages-là. Je pense que j'aimerais être dans 30 ans où le BIM sera généralisé et c'est le monde idéal, où la relation entre le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise, exploitant, démolisseur, enfin là, quand tout le cycle de la construction et de la vie d'un bâtiment sera numérisé, on sera dans un monde idéal où les choses se passeront bien. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de passer au BIM. C'est pas le BIM lui-même, je pense que ça va être compliqué d'y passer, mais pour tous. Une des finalités, c'est pas tellement le temps dans lequel vous intervenez les uns et les autres, l'architecte, le maître d'œuvre, l'entreprise, qui est un temps très court dans la vie d'un bâtiment, c'est bien l'exploitation. Et le gros intérêt pour un maître d'ouvrage et un propriétaire de parc immobilier, ça va être d'utiliser le BIM et de passer au BIM pour gérer son patrimoine. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est compliqué parce que, si je donne l'exemple de la métropole de Lyon, on a à peu près 3 millions de mètres carrés. C'est pas un problème de coût s'il faut numériser à 1 euro du mètre carré. C'est pas ça. C'est qu'à 1 euro, j'aurais pas grand-chose déjà. J'aurais peut-être les surfaces à nettoyer et la nature, peut-être des moquettes ou des sols. Voilà. C'est gérer ce patrimoine au quotidien. C'est de le mettre à jour. Ça va être le truc le plus compliqué. On n'a pas aujourd'hui une connaissance parfaite de notre patrimoine. On n'a pas les plans. On ne connaît pas forcément toutes les surfaces, etc., etc. Passer au BIM, c'est tout de suite se dire on va franchir un cap monstrueux pour c'est changer nos métiers d'exploitation. C'est tout juste inimaginable en 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans 3 ans, on n'y sera pas. Voilà. Moi, plus particulièrement, je m'occupe des constructions, du développement de notre patrimoine. Je construis, je restructure, etc. Oui, monsieur l'architecte, on exige le BIM maintenant dans nos nouveaux projets. Mais ce n'est pas en vue de l'exploitation qu'on a demain, effectivement, et je comprends votre frustration, je la partage. C'est pour participer au mouvement BIM. C'est dire, la métropole de Lyon ne peut pas passer à côté du mouvement BIM, doit l'accompagner et donc quelque part un petit peu le financer à travers, en exigeant le BIM. On va effectivement, c'est histoire d'entraîner tout le monde. Et je pense que l'idée un petit peu aussi d'une manifestation, d'une présentation comme ce soir, c'est de faire en sorte que tout le monde y aille. On a besoin tous d'y aller. Mais c'est bien l'offre qui va impliquer la demande. C'est bien le fait que vous y passiez tous, maître d'œuvre dans un premier temps, entreprise ensuite, qui nous imposera à nous, maîtres d'ouvrage, d'y passer. Parce qu'on n'aura plus le choix, on va se retrouver avec des DOE numériques qu'on aura payés. Qu'est-ce qu'on en fait si on ne l'utilise pas, si on n'intègre pas dans nos outils de gestion du patrimoine? On gère encore nos patrimoines avec des fiches. Elles sont informatisées maintenant, avec des tableaux Excel. Ou des bases de données, mais il faut qu'on passe maintenant à la... Mais c'est vous qui allez nous apporter petit à petit ces éléments-là, c'est vous qui allez nous forcer. Donc on vous force dans un premier temps pour que finalement s'auto-forcer par la suite, quoi. Le petit doute que j'ai, donc la frustration, vous avez compris, c'est qu'on n'y est pas encore. Le doute que j'ai, je rejoins un petit peu l'intervention de monsieur, c'est demain, dans 10 ans, j'ai un sinistre. Dans 5 ans, j'ai un sinistre, assurance, machin, on va sortir la maquette, comment ça a été fait, on va la ressortir. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que dans 5 ans, on sache encore lire les maquettes que l'on aura faites cette année. L'évolution est tellement rapide que j'ai un peu peur de ça, parce que mon patrimoine, je vais le gérer pendant 40, 50, 100 ans.
Je me souviens être arrivé, alors c'est dans un autre métier, c'était une autre époque, je suis arrivé dans une DDE il y a quelques années, où tous les projeteurs, alors j'étais dans les domaines routiers, donc je change carrément de domaine, mais ça m'a vraiment marqué. Il y avait des ordinateurs sur tous les bureaux, tous les projets se faisaient sur des logiciels, AutoCAD, etc. Un technicien avait des cartes imprimées, des cartes perforées dans ça. Je lui demandais ce que c'était. C'était le DOE de l'autoroute A75. On était à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce truc-là? Rien. Les disquettes, les machins. Là, même le format IFC, le format IFC de 2018, est-ce qu'il sera lisible en 2023, en 2038? J'en sais rien. Et j'ai un petit peu peur de ça. Voilà, j'ai ce petit doute-là par rapport au futur. Mais vous allez peut-être lever ce doute-là. Oui, je vais répondre rapidement sur l'IFC. Hein. Ça ressemble beaucoup à un témoignage, donc juste sur ce point-là. Sur ce point-là, sur l'IFC, c'est très clair. J'emploie souvent cette image. D'abord, les gens qui ont participé à l'IFC, c'est des gens du monde entier. Première chose. Là-dedans, il y a des investisseurs, des gens du logiciel, il y a tous ces gens-là, tous les acteurs du bâtiment au sens le plus large du terme. J'ai parlé d'urbanisme. Actuellement, la réflexion, c'est de l'IFC pour les ponts. Donc toujours l'IFC. Et l'IFC, il est constitué, je donne une image, hein, mais qui est très juste, en pelure d'oignon. Et c'est la grande révolution. C'est-à-dire que ce logiciel va à chaque fois rajouter des couches d'information, des couches de propriété. Mais au cœur, il y aura toujours, parce qu'ils ont réfléchi à ça, hein, il y aura toujours de la lisibilité. D'accord ? Donc franchement, par rapport à l'IFC, sur les 30-50 ans, on n'a pas de souci à se faire. Allez, j'enchaîne. Philippe, bonjour. Françoise Roland, Maison Lyon pour l'Emploi. Je suis partie prenante du programme Bimplement que tu as affiché. Ça me dit quelque chose, oui. Ah, ça te parle. Ça me parle. La question moi, que je pose, c'est concernant les compétences qui évoluent. Hein, on a parlé de métiers, des métiers qui sont impactés par ces nouveaux procédés, ces nouvelles technologies, ces nouvelles connaissances qu'il faut avoir. Aujourd'hui, comment on forme, qui on forme? Et oui, surtout comment on forme. Je vois que fort opportunément, tu as affiché Bimplement, c'est de la formation en situation de travail, formation sur chantier. Oui, je pense que c'est la bonne méthode pour former, mais voilà, quel métier on forme, à qui on ajoute des compétences, et qui peut former ici, sur notre territoire métropolitain, enfin métropole de Lyon, voire Rhône. Voilà, à qui on s'adresse pour chercher de la formation. Voilà. J'ai l'impression que tu pourrais presque aussi bien répondre que moi. Non, alors, deux choses. C'est vrai qu'au niveau de la formation, c'est volontairement que j'ai affiché ce Bimplement. Et je dirais que bon, c'est très bien de faire de l'information comme on fait aujourd'hui. Je pense qu'il faut continuer à en faire, etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au niveau des entreprises, maintenant, ils entendent beaucoup parler du BIM partout, machin, bon, etc. Donc la réflexion qu'on a sur ce projet européen Bimplement et sur la formation en situation de travail, c'est dire que maintenant, si on veut former sur le BIM, donc on a mis en place un pack de formation qu'on va développer et dont on va parler un peu plus longtemps dans les mois qui viennent, c'est de dire, voilà, c'est simple, un maître d'ouvrage dit « je veux du BIM ». Et en effet, c'est très juste, mais c'est normal. Les maîtres d'ouvrage entendent parler du BIM, ils ont des connaissances là-dessus, mais ils ont besoin aussi, ça marche un peu à l'envers, mais pour faire le fameux audit, ce n'est pas désagréable pour eux de faire une première expérience concrète de maquette de chantier en BIM. Parce que du coup, sur la première opération, ils voient un peu mieux comment ils vont pouvoir utiliser tout ça par la suite. Donc, ce n'est pas de marcher la tête à l'envers, de commencer une opération où le maître d'ouvrage, il n'a pas les compétences totales sur le BIM. Il va se les faire dans cette première opération et il sera beaucoup plus ouvert sur un audit, peut-être, une fois avoir fait cette première opération. Donc ça, c'est une chose. Après, au niveau des entreprises, l'idée, c'est de dire, voilà, un maître d'ouvrage lance un projet en BIM, le maître d'œuvre, avec les compétences qu'il a, avec son équipe de maîtrise d'œuvre, avec les compétences qu'ils ont, font des maquettes BIM, des maquettes numériques, des maquettes 3D, peu importe. Et l'idée, c'est sur le chantier de dire maintenant aux entreprises, voilà, vous avez des maquettes, et si on vous aidait à utiliser ces maquettes sur le chantier pour pouvoir améliorer, avoir une réflexion à l'avance sur les problèmes que vous allez rencontrer, partager des problèmes concrets de chantier. Alors, on est en train de travailler sur
une problématique très simple, hein, c'est l'étanchéité à l'air. Hein. Eh bien, l'étanchéité à l'air avec une maquette, c'est pas mal intéressant. Alors là, je peux vous dire que personne ne travaille là-dessus en ce moment et qu'on est en train d'essayer de voir sur les maquettes comment on renseigne une maquette par rapport à l'étanchéité à l'air. Donc voilà, et du coup, dans ce pack de formation, l'idée, c'est de faire des formations sur le chantier, dans une cabane de chantier, que pour le plaisir, on va appeler cabane BIM, mais rassurez-vous, il y a un vidéoprojecteur, il n'y a pas des gadgets qu'on trouve au BIMworld à Paris à 20 000 €. Non, il y a un petit vidéoprojecteur, il y a un planning 4D, il y a des maquettes, et puis voilà, et puis il y a des tablettes, et puis on essaie de montrer au chef d'équipe que c'est quand même pas mal, à un moment donné, d'échanger sur le chantier à partir de maquettes. Voilà, c'est un peu cette idée de formation, des formations sur le terrain. Ça n'empêche pas, évidemment, toutes les formations. Bon, sans faire de publicité, je travaille aussi pour le CNAM, et on est en train de produire une formation à distance, management de projet BIM, voilà, pour que tout ce que j'ai dit un peu rapidement, ça puisse être partagé à distance par des entreprises, par des bureaux d'études, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui se mettent en place, bien évidemment, mais je pense que la Maison de l'Emploi est apte à ça. Il s'agit de rassembler. Petite anecdote, mais je viens de former en juillet de l'année dernière la Maison des Compagnons à Lyon. Donc le compagnonnage s'intéresse particulièrement au BIM en se disant maintenant on forme des compagnons, il faut les former avec du BIM. Voilà, on a passé une semaine ensemble pour voir comment on pourrait faire pour que les compagnons travaillent dans le BIM. C'est pas mal. Philippe, dernière question et après je vous propose de poursuivre les débats à côté autour d'un verre. Merci. Oui, une partie des thèmes que je voulais aborder a déjà été abordée, donc je vais aller plus rapidement. La révolution numérique provoque un foisonnement d'initiatives, et c'est bien ainsi, où chacun y va de son protocole, de sa norme, de ses processus, et on ne voit pas très bien comment tout ça peut converger s'il n'y a pas une articulation entre les différentes grandes initiatives qui sont prises. Bon, aujourd'hui, vous nous parlez du BIM, mais on peut aussi évoquer la Smart City, les immeubles intelligents, les usages. Tout ça se rapproche. Et je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a soit des groupements d'industriels, soit des instances étatiques, soit des instances publiques qui s'occupent de ces problèmes de convergence, de conservation de l'information, et ça a été dit déjà, parce que ce sont de véritables risques, et la finalité au fond, c'est de faire une économie qui soit une économie où l'homme va préparer sa survie dans un milieu qu'il est en train d'abîmer quand même. Tout à fait. Alors, je vais faire une conclusion explosive, puis comme ça, on pourra tous se rassurer derrière un verre. Ce que je dis souvent dans mes formations, j'en suis désolé, mais c'est comme ça, on va traverser une zone de désordre et de tempête. Il faut être clair, il ne faut pas se raconter d'histoire. Je le place au niveau des logiciels. Juste donner ce dernier exemple-là. Pendant des années, d'abord il y a eu le rotring, les tables à dessin. Moi j'ai commencé comme ça. On est passé après à AutoCAD. Et là, AutoCAD, on a soufflé. Il y en avait pour 50 ans, 200 ans d'AutoCAD. C'était tranquille. Les gens ont fait leur expérience. Clac, on arrive, on leur dit AutoCAD, c'est gentil, mais voilà. Je dis souvent, c'est comme les gens qui ont un aspirateur, ils ont besoin d'une balayette. Donc AutoCAD, ça va être la balayette maintenant au niveau du graphisme. Ça a de l'intérêt, mais mineur. Après, on dit, je cite un logiciel particulier, je dis Revit. Et les gens commencent à se dire, ok, on va aller dans Revit, tout, machin. Alors, je ne parle pas qu'il y en a plein d'autres logiciels, mais même je parle simplement de Revit. Donc, les gens, voilà, l'architecte, il dit, ok, allez, je prends Revit, c'est bon, voilà. Il y en a plein qui l'ont, c'est super. Et puis maintenant, je dis, vous êtes des ringards, parce que maintenant, il y a un plugin qui va dans Revit, qui fait de la programmation à l'intérieur, qui s'appelle Dynamo. C'est-à-dire qu'on n'a même pas exploité encore quelque chose qui est nouveau, que déjà, il y a encore quelque chose de nouveau qui arrive par derrière. Et on ne peut pas y échapper. Les majors actuellement travaillent à fond sur ce logiciel de programmation qui s'appelle Dynamo, qui est dans Revit. Voilà. Et donc, il y a un moment donné, il va falloir travailler là-dessus. Donc, on est vraiment, voilà, il faut le dire, dans un moment difficile pour le bâtiment où tout le monde sait, je rejoins un peu ce qu'a pu dire le maître d'ouvrage, il y a une espèce de grand désordre, il y a des tendances pour essayer de rassembler ça, mais en même temps, j'ai envie de dire, on va faire un petit peu de nationalisme, c'est ce qui fait le génie français.
En Angleterre, non mais il faut le dire, hein, on ne dit pas assez souvent. En Angleterre, ils ont obligé, tac. Et qu'est-ce qu'ils obligent? À avoir un tableau Excel qui s'appelle COBie, qui sort des maquettes. Et donc tout le monde doit faire un tableau Excel qui s'appelle COBie, qui sort des maquettes. En France, on explose de partout, il y a des startups dans tous les sens, etc. Résultat, on est en train de réfléchir sur les ponts actuellement. Et qui c'est qui fait ça? Eh bien, ce sont des Français qui créent l'IFC Bridge, parce que justement, voilà, ça foisonne dans tous les sens. Il y a des startups, etc. Bon, après, moi, j'ai un discours facile, et je comprends qu'au niveau des entreprises, c'est pas toujours rassurant d'avoir quelqu'un qui vous dit « Accrochez-vous, il y a une zone de tempête à venir, bon courage !»